Nous savons tous que dès le début des années 30, la montée des fascismes est un sujet qui préoccupe de plus en plus aussi bien les intellectuels que la société européenne dans son ensemble. Cette situation est aggravée par la crise de démocratie dont la faiblesse, l'instabilité et leur incapacité pour résoudre les problèmes de tout ordre qui accablent les sociétés européennes font que la société les perçoivent comme une forme de gouvernement décadente et dépassée. Malraux lui-même, quand le Front populaire gagne les élections en France et en Espagne, il écrit donc dans une revue qu'il est conscient que ce sont deux partis faibles, aussi faibles que les autres dans les autres pays de l'Europe, et il n'a pas beaucoup de foi dans leur succès. Communisme et fascisme s'imposent donc en Europe et en Espagne comme les deux seules options crédibles pour essayer de redresser la situation politique. Les États-Unis sont tout à fait hors de jeu à ce moment-là. Les États-Unis vivent dans une autre réalité, vivent dans une terre qui est très lointaine. Et concernant les États-Unis, il y a une différence d'opinion assez importante. Pour Malraux, les États-Unis, ce n'est pas un pays qui aurait une entité propre. Les États-Unis est formé de quoi ou de qui? D'Européens qui sont partis. Donc c'est un peu comme un morceau à distance de l'Europe. Mais en général, les États-Unis, même dans la guerre d'Espagne, ils sont un peu à l'écart. Bon, alors, un jeune Malraux de 25 ans, un jeune Malraux énergique, courageux, publie en 1926 La tentation de l'Occident et un an plus tard, d'une jeunesse européenne. C'est un essai très court qui reste de nos jours, comme tu le disais hier, qui reste de nos jours peu connu. Mais dans ces deux ouvrages, il y a déjà présentes les grandes idées de Malraux, et ces deux ouvrages, à mon avis, sont fondamentaux pour comprendre la pensée du Malraux qui est venu à la guerre d'Espagne. Bon. On ressent fortement l'écho de la réalité sociale de l'époque dans ces années-là, dans ces deux écrits de jeunesse que je viens de citer. Ce sont des ouvrages qui, par ailleurs, contiennent le fondamental de la pensée malrauxienne. On y remarque que, à la différence d'autres intellectuels, Malraux, depuis sa jeunesse, a été un grand défenseur de la démocratie, de la justice sociale, malgré la crise, de la fraternité et de la liberté, et qu'il n'a jamais envisagé une solution, disons, permanente aux problèmes de l'Europe en dehors de ce cadre démocratique. Malraux était d'avis que, plutôt qu'un leader, ce qu'il fallait trouver pour sauver, entre guillemets, l'Europe, c'était avant tout une valeur spirituelle susceptible de rassembler les êtres humains. Il ne devait pas s'agir en aucun cas d'une valeur imposée, extérieure à l'être humain, mais au contraire d'une valeur née de l'être humain et de sa volonté, autour d'un but au-delà de la matière, au-delà du quotidien, et bien entendu au-delà des idéologies radicales et extrémistes qui dominent son époque, et que l'écrivain jugeait à plusieurs reprises de fratricide, comme Drieu La Rochelle disait la même chose. En fait, la radicalisation des idéologies à laquelle on assiste en Europe devient particulièrement violente, on l'a déjà dit, à partir de 1936, au fur et à mesure que le fascisme s'implante, que le fascisme se soulève en Espagne et que, par ailleurs, on sent s'approcher la Seconde Guerre mondiale. Le déclenchement de la guerre civile espagnole a fait comprendre à plusieurs intellectuels ce que Malraux avait déjà dit des années auparavant. Dans la guerre contre le fascisme, il ne s'agisse pas tant de préférences politiques que de valeurs universelles, radicalement remises en cause
par le nihilisme politique qui s'étendait en Europe. En combattant avec les républicains, a dit Malraux à Gaëtan Picon, nous défendions des valeurs que nous tenions, que je tienne, pour universelles. Dans ce sens, en juin 1935, dans son discours de clôture du premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture, il a dit « Il est dans la nature du fascisme d'être la nation, il est dans la nôtre d'être le monde. » Malraux choisit, on le sait, de se rapprocher de la révolution soviétique, c'est-à-dire du communisme de l'URSS. Malgré les réticences qu'il avait exprimées depuis les années 20. Il ne s'agit donc pas d'un choix strictement idéologique, mais d'un choix ou d'une recherche d'un moyen pratique dans les médias pour combattre le fascisme et la dictature politique et culturelle qu'il comportait. Dans la situation de crise où se trouvait l'Europe et l'Espagne, entre la pureté idéologique et l'habileté technique, c'est la seconde que Malraux choisit. Et il a toujours fait comme ça. C'est-à-dire c'est une personne qui est éminemment pratique, beaucoup plus que quelqu'un de, disons, idéologique. Paul Nothomb fait référence à cette caractéristique de son ami dans un entretien où il affirme que le coude à coude avec Malraux, avec les communistes en Espagne se justifie uniquement par des raisons d'efficacité et en aucun cas par une adhésion de sa part aux thèses totalitaires staliniennes. Malraux a beau ne pas croire aux idéologies ni aux religions, il y voit pourtant une utilité stratégique fondamentale. Ce sont des moyens efficaces pour rassembler dans un premier moment les êtres humains et les accompagner ensuite vers la quête d'un idéal collectif et humain qui les dépasse. Pourtant, depuis sa jeunesse, il a manifesté ses doutes par rapport au communisme russe. Dans son roman Le Soir, on le sait, il critique à plusieurs reprises les communistes. Il a beau avouer la nécessité impérieuse de l'aide russe aux républicains espagnols, il se demande si derrière leur aide généreuse, il n'ambitionne pas, le moment venu, de faire la révolution par le haut, c'est-à-dire d'aboutir à la domination réelle du pays par l'imposition d'une dictature. À son tour, Paul Nothomb avoue que c'est grâce à son ami Malraux qu'il a commencé à douter de l'honnêteté de Moscou. Il dit « J'ai commencé à douter sérieusement de ma foi communiste à son contact. » Malraux avait participé en mars 1932 à Paris à la création de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, AEAR, par le Parti communiste français, financé par le Parti communiste russe. C'était en fait la section française de l'Union internationale des écrivains révolutionnaires créée par Staline en 1930, qu'il a souhaité ouvrir à d'autres secteurs de la gauche dans d'autres pays et qui s'était focalisé sur la défense de la culture. Dès lors, Malraux a été considéré comme un compagnon de route. La phrase est de Trotsky, un compagnon de route du Parti communiste français, qui décida lui accorder un rôle de premier plan dans les nombreuses réunions antifascistes qui se multipliaient ces années-là en Europe. J'avais une photo où l'on voyait comment la France a été le pays du monde où l'on a parlé le plus de la guerre civile espagnole et de la nécessité d'aider les républicains. Bon, en août... Juste parler, hein? Oui. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup. Hein. Bon. Et c'est selon les circonstances. On n'a pas fait beaucoup, mais par contre, il y avait plusieurs points de vue qui étaient contraires au pacte de non-intervention quand même.
Alors, voilà, en août 1934, il avait participé, nous l'avons dit, au premier congrès des écrivains soviétiques à Moscou, invité comme hôte d'honneur, hôte étranger, excusez-moi, hôte d'honneur étranger, voilà. Pourtant, en dépit de la différence, de la déférence dont il avait fait l'objet de la part des soviétiques, il n'a pas hésité à exprimer dans son discours, intitulé L'art est une conquête, son désaccord profond avec le réalisme soviétique. Plus tard, en juin 1935, lorsque il a participé au premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture à Paris, le discours de Malraux et celui de Gide ont été largement relayés par la presse espagnole. La même année, Malraux a publié Le temps du mépris, consacré, on en a parlé, M. Génard aussi, je crois, consacré aux victimes du nazisme, qui fut salué par les intellectuels de gauche comme une accusation puissante contre les dangers fascistes qui montaient partout en Europe. Les journaux espagnols se sont fait également l'écho de cette publication. Voilà, on passe. On raccourcit. Lorsqu'il se rend en Espagne en juillet 1936, très sensibilisé, comme l'a expliqué M. Génard, par l'injustice qu'il a vécue en direct dans l'Indochine, alors, lorsqu'il est venu en Espagne combattre à côté du gouvernement républicain légitime contre les insurgés, il était donc un écrivain très connu en Espagne, principalement à cause de ses prises de position publiques contre le fascisme et à la publication en 1933 de son roman La condition humaine, qui a eu un succès extraordinaire en Espagne et dans toute l'Europe. Malraux a aidé le gouvernement, on le sait, à trouver des avions, à embaucher des équipages. Il a créé l'escadrille Espagne qui dépendait directement du ministère de la Guerre. Malraux a dit aucune relation avec les Russes, qui possédaient leur propre aérodrome. Donc, on voit bien qu'au fond, oui, il était conscient qu'il fallait, qu'on avait besoin des soviétiques, pourtant, il ne se sentait pas commode avec eux. Pourtant, pendant toute la durée du conflit, Malraux évite, malgré les procès de Moscou, dont les échos se sont répercutés dans toute l'Europe et qui ont alarmé profondément la gauche progressiste, il a évité de se montrer trop critique envers les communistes soviétiques dont l'aide était essentielle pour le camp républicain qui avait un grand besoin d'armes, d'avions, de soldats qui connaîtraient leur métier, enfin de tout. Voilà, il a même conseillé André Gide d'attendre un peu avant de publier son récit Retour de l'URSS, dans lequel il dénonce le totalitarisme soviétique. Malraux avait peur qu'il n'affectât négativement l'aide à l'Espagne. Pourtant, Gide fit paraître finalement son livre en novembre 1936 et, lors du deuxième congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui s'est tenu en Espagne en juillet 1937, donc au milieu de la guerre, seulement que quand on a décidé que ce colloque aurait lieu en Espagne, il n'y avait pas de guerre et Malraux a été, avec Bergamine, a été l'un des grands défenseurs que ce deuxième colloque vienne en Espagne. Oui, voilà, d'accord. Le colloque a eu lieu dans 3 villes. D'abord, l'inauguration a été à Valencia, ensuite il a passé à Madrid, ensuite à Barcelone et la clôture à Paris. Bon, au début du colloque, avant le colloque, la délégation soviétique, présidée par Mikhail Koltov et Ilya Ehrenburg, exigea que André Gide ne fût pas invité.
Leur demande a dû être acceptée par les organisateurs espagnols car la Russie était le pays qui fournissait le plus d'aide militaire à la République. Au total, quelques 150 intellectuels, dont 40 espagnols, ont assisté à ces congrès en représentation d'un total de 29 pays. Au début du colloque, à Valencia, encore les délégués soviétiques ont exigé que Gide fût expulsé de l'Association internationale des écrivains pour la défense de la culture. Les organisateurs de Valencia ont transmis la demande au président, à José Bergamín, quand ils sont allés à Madrid. Bergamín, il s'est montré en désaccord. Il a réuni les différentes délégations de l'Amérique latine venues au Congrès et leur a exposé le problème. C'était des délégations nombreuses, c'était des délégations avec lesquelles il avait donc la confiance. De toute façon, avant que ces délégations ne soient informées, Malraux a été au courant de la situation et Malraux a dit à Bergamín que lui non plus, il n'était pas d'accord à chasser Gide comme ça, lui qui était un antifasciste comme les autres. Donc finalement, Gide n'a pas été expulsé et ceci montre bien, je crois, que le deuxième congrès international des écrivains a été avant tout un événement culturel antifasciste, qu'il n'a pas été qu'un congrès stalinien comme quelques chercheurs le soutiennent toujours en Espagne de nos jours. En fait, le congrès de 1937, tenu en pleine guerre, est devenu un acte emblématique de l'antifascisme, un acte symbolique, un point de référence pour toute la culture politique antifasciste internationale de l'époque, au-delà des idéologies. En ce sens, de nombreux chercheurs s'accordent à dire que la guerre civile espagnole a joué un rôle de première importance dans le développement de l'antifascisme en Europe. Les événements d'Espagne, affirme Jacques Droz, les événements d'Espagne ont contribué à éveiller chez toute une génération, l'appel pour la politique active et le goût du sacrifice. C'est avancé. Par ailleurs, comme le souligne Manuel Aznar, le deuxième congrès international fut l'acte de propagande culturelle le plus spectaculaire organisé par le gouvernement républicain pendant la guerre civile. Oui, dans le même ordre d'idées, on pourrait parler de la participation espagnole à l'exposition internationale de Paris, par exemple. Il faudrait parler, chacun le connaît, la contribution extraordinaire de plusieurs intellectuels, la plupart des Français, exemple Malraux, avec l'Espoir, avec Sierra de Teruel, avec la tournée de conférences qu'il a fait dans toute l'Amérique du Sud, etc., etc. Pardon? Oui, Vérole aussi, mais ça après. Alors, donc, voilà, le gouvernement espagnol, comme en général la plupart des intellectuels de gauche, étaient persuadés que la culture devait jouer un rôle incontournable, non dans le développement quotidien de la guerre en elle-même, mais dans la diffusion du conflit à l'extérieur, afin de sensibiliser l'opinion publique internationale, d'essayer d'affaiblir l'accord de non-intervention, si vous voulez, et d'obtenir, d'une part, son soutien ainsi que des ressources économiques ou militaires, et de l'autre côté, afin d'amener à se révolter les gens contre le totalitarisme en vogue. Comme l'a dit Malraux à plusieurs reprises, on assistait à cette époque-là à une internationalisation sans précédent de la culture. La défense de la culture signifiait intellectuellement la défense d'un nouvel humanisme révolutionnaire, d'un humanisme socialiste qui luttait pour la conquête de la dignité humaine et de la liberté des peuples. Malraux avait écrit déjà en 1927. Il faut aujourd'hui
il avait écrit dans d'une jeunesse européenne. Il faut aujourd'hui recouvrer l'accord de l'homme et de sa pensée, sans conformer l'homme à une pensée posée a priori. Ceci peut s'appliquer sans doute au fascisme, mais aussi au communisme soviétique. Des années plus tard, dans un discours, il affirme, un discours à Athènes. Le problème politique majeur de notre temps, c'est de concilier la justice sociale et la liberté. Le problème culturel majeur, de rendre accessibles les plus grandes œuvres au plus grand nombre d'hommes. Malraux a compris depuis sa jeunesse que l'absence d'une valeur fondamentale conquise par l'être humain et fondée sur le présent était l'une des causes principales de la crise intérieure profonde des sociétés de ce qu'il appelle l'Occident. Pour y remédier, donc, la culture devait jouer un rôle clé. La culture est également fondamentale par le gouvernement espagnol du Front populaire, dont le président Manuel Azaña était un écrivain, et le premier ministre Juan Negrín, il était un médecin-chercheur. Donc, ils étaient deux hommes de culture. La preuve en est que, malgré la guerre, malgré les difficultés de tout ordre, le gouvernement n'a pas renoncé à promouvoir et à encourager des initiatives culturelles. Mais le gouvernement a aussi consacré de grands efforts pour l'éducation de la population à l'intérieur de l'Espagne. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer des images. Pour l'éducation à l'intérieur, une éducation, disons, adaptée aux circonstances. Je pense à un cahier d'école qui disait, apprendre la culture révolutionnaire. Bon, on est en pleine guerre, évidemment, il faut... voilà. Voilà. Et dans la création de nombreuses revues pendant le conflit armé, dont le but était de diffuser les valeurs démocratiques. La plus importante de ces revues, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est El Mono Azul. El Mono Azul, qui traduit en français, ce n'est pas le singe bleu, mais le bleu de chauffe. Le Mono Azul, c'était le vêtement des ouvriers. Donc, elle était la revue officielle, si vous voulez, de la filière espagnole de l'AIDC, et on s'efforçait pour la diffuser non seulement parmi les intellectuels, mais aussi parmi les soldats et parmi la population en son ensemble. On y trouve parfois, c'est-à-dire assez souvent, dans cette revue, la transcription, ou la traduite à l'espagnol, d'articles parus dans la presse étrangère, en concret. Donc, en parlant de Malraux, voilà, il y a la reproduction d'un article intitulé Malraux atacado por Trotsky, c'est la traduction, c'est le numéro 19 de juin 1937, et plus tard, ils reproduisent aussi la réponse de Malraux que Malraux fait publier dans The Nation à New York. Bon, culture, justice sociale, liberté, démocratie, amitié virile, fraternité, qu'il identifiait alors incarné par le Front populaire, quête d'une valeur fondamentale et humaine, antifascisme. Voilà ce qu'a été la politique culturelle de Malraux en Espagne et en Europe et partout, enfin. Ce que Malraux visait, en définitive, c'était de mener une lutte générique et humaniste contre le totalitarisme fasciste sans être absorbé par le totalitarisme soviétique. C'était retrouver l'homme où nous avons trouvé ce qui l'écrase. Je répète ta phrase, je m'excuse. Malraux voyait dans l'Espagne de 1936 un espace singulier éloigné de l'Europe industrialisée où toutes les possibilités étaient encore en germe, y compris celle de réaliser, dans une certaine mesure, son idéal humaniste. En 1939, la victoire des rebelles semblait dire à Malraux et aux Espagnols que tout espoir était perdu.
Pourtant, un demi-siècle plus tard, le but humaniste qui a guidé son action politique en Espagne redevient actuel. Le programme pour la récupération de la mémoire historique, qui a commencé il y a 3 années, est en train de remettre au premier plan la tâche de Malraux et sa pensée politique en Espagne. Et il y a à ce moment plusieurs recherches qui reviennent sur la tâche de Malraux pendant notre guerre civile. Merci beaucoup.